Salut tout le monde, bienvenue sur ma banque sans filtre pour parler aujourd'hui d'un nouveau sujet dans ce format vidéo et podcast. Un sujet essentiel et qu'on va essayer d'évoquer sans tabou ni préjugés. On va parler orientation et choix de carrière. Deux invités sont avec moi pour m'accompagner et qui ont des parcours assez atypiques et surtout plein de choses à dire au niveau de cette question d'orientation. Je vais commencer par présenter Alexandre Vermersch qui est le patron, le grand chef, je l'ai vu sur le site internet, de la brasserie 360. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous et accompagné aujourd'hui par Tim THC ou alors Timothée, créateur de contenu et prof de physique-chimie au lycée. Bonjour Timothée. Salut. Merci d'être avec nous également. Des expériences, vous en avez plein à nous partager, j'en suis sûr, aujourd'hui. Vous avez des parcours assez fous. Déjà, Alexandre, est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce qu'est la brasserie 360, une brasserie cantalienne ? Oui, alors la brasserie 360, comme son nom l'indique, c'est une structure artisanale qui produit donc de la bière biologique et aussi maintenant des boissons non alcoolisées, des softs, limonade, bientôt un cola et une gamme de thé glacé. Et pourquoi 360 ? Alors 360, c'est parce qu'on travaille 360 jours par an. Non, ça c'est parfois vrai dans l'artisanat. C'est surtout parce qu'on est situé à 1000 mètres d'altitude sur les flancs du volcan cantalien et qu'on a une vue à 360 degrés sur le massif. Et 360 aussi, je pense que c'est la polyvalence des activités de la brasserie. On peut presque le définir comme ça, tellement vous faites de choses. Et puis la circularité aussi de notre réflexion, voilà, en tout cas cette sensation d'horizon qui nous plaisait beaucoup. Alors je vais y revenir, mais à la base, t'es pas brasseur, et c'est ça qui est intéressant. Je le suis devenu. Mais tu es devenu brasseur. Timothée, on l'a dit, professeur de physique-chimie au lycée, en Auvergne. Et à côté, créateur de contenu. T'aimes pas le mot influenceur, hein ? Ouais, plutôt créateur de contenu. Ouais, parce que je trouve que il s'est passé beaucoup de choses avec des influenceurs et je trouve qu'aujourd'hui, influenceur, c'est un terme qui est un peu péjoratif pour beaucoup. Donc, créateur de contenu, c'est ce qu'on aime faire avant tout, c'est vraiment créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que je préfère créateur de contenu. Mais avant tout, tu restes quand même professeur. Avant tout, professeur, bien sûr. Voilà, ça dépend comment on se base sur la chose. Alors, je vais commencer avec le grand chef de la table. C'est encore une fois, c'est le site de la brasserie 360 qui te définit comme ça. Hein. J'ai juste recopié ce qui est marqué. Le druide en chef. Si c'est toi qui as fait le site, du coup, c'est un peu prétentieux, mais et non. Voilà. À la base, tu viens pas du tout de ce milieu-là. Tu n'étais pas du tout dans le monde de la brasserie. Tu étais plutôt côté secteur routier. Voilà. Après 22 ans dans le secteur du transport et de la logistique, et en tant que cadre dirigeant, j'ai décidé de changer de vie. De me réorienter complètement autour d'un métier passion, un métier aussi en lien fort avec le terroir et le territoire. Et j'ai décidé de changer complètement d'orientation et de créer cette brasserie artisanale. À quel âge, du coup ? À 43 ans, on va dire que j'ai fait une belle grosse crise de la quarantaine. Voilà, j'étais plus très heureux dans mon job pour différentes raisons. J'avais plus cette énergie après 22 ans d'aller au boulot le matin avec passion. Et j'ai connu même sur une période le mal-être au travail. Qu'il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est plus tabou. Et je me suis dit, écoute Alex, il faut que tu retrouves cette énergie quand le réveil sonne le matin, cette joie d'aller au boulot, et pour ça, il fallait trouver un métier passion. Il s'exprimait de quelle manière, ton mal-être ? Ça passait par quels symptômes ou par une forme, ça peut être physique, vraiment une fatigue, une lassitude morale, et puis un manque d'énergie, un manque de créativité, une impatience, une insociabilité aussi, alors que je suis plutôt quelqu'un qui adore les gens, donc ça se manifestait par moins d'envie. Et quand on est cadre, parce que tu étais cadre du coup, quand on est cadre, on est manager, on doit être leader, on doit avoir cette énergie d'amener son équipe avec soi et d'aller en avant. Donc quand on est moins efficace là-dessus, quand on a moins ce rôle de capitaine, il faut se poser des questions et se reconcentrer aussi sur soi. Du coup, tu es passé par une période de doute, d'hésitation. Est-ce que je dois tout changer, tout plaquer ou continuer quand même et relever la tête Oui, de questionnements importants. Déjà, moi j'étais cadre dirigeant, donc bien installé dans la vie. J'aurais pu faire le choix de la rémunération. Mais il aurait fallu quitter l'Auvergne, en tout cas le Cantal, pour trouver un job identique dans une structure, dans une PME. Moi, j'ai fait le choix aussi, en quelque part, en créant mon entreprise, j'ai créé mon job, j'ai créé mon poste pour rester sur le territoire, là où je suis heureux de grandir, de faire grandir mes enfants. Parce que tu as toujours été dans le Cantal ? Non, moi je suis un immigré, je suis un viking, moi je suis un gars du Nord, je suis un flamand, moi.
Je suis un Flamand, mais je suis tombé amoureux du Cantal, de l'Auvergne et d'une Cantalienne aussi. Et je Surtout, suis c'est souvent ça, hein. un ambassadeur fou de ce Ça change tout. territoire. On a tous de la chance de vivre ici. Et alors du coup, tu t'es dit: «Bah, je vais changer de secteur, du tout au tout et je vais me lancer dans le monde de la brasserie», Alors, ça n'a pas été une tout évidence ça, tout de mais suite, la brasserie. Moi, c'est ce en que j'allais fait, demander, je me pourquoi? suis dit: «Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Quelle est ma passion?» La bière? Et ben, en fait, bah, c'est vous surtout. Moi, je vous aime. Voilà, je vous fais une déclaration. Moi, j'aime les gens, j'aime, ce qui se passe autour d'une table, j'aime, la convivialité, le rapport aux autres, le rapport aux produits, parce que je suis un gourmand, je suis un gourmet aussi. Donc j'ai hésité, la boucherie, la restauration, les arts de la table et puis comme je vous le disais, il s'avère que je suis flamand. Mon arrière-grand-mère était houblonnière et je suis entrepreneur aussi, donc j'ai analysé le marché, de la bière artisanale et je me suis dit: «Il y a quand même une place à prendre ici en Auvergne». Et puis c'est un très beau trait d'union entre mes origines flamandes et mon attachement, viscéral à l'Auvergne. Et tu t'es pas, posé des questions en mode, «Est-ce que j'en suis capable?» Jamais, jamais parce que, bah, non pas que j'ai une haute estime de moi, mais je pense que, Il faut, hein, de non temps en mais temps quand on globalement, je me entreprend. suis dit: «Voilà, au bout de 22 ans, moi j'ai attaqué tout en bas de l'échelle, j'ai attaqué déménageur, pour finir associé dans une structure, voilà, où j'étais amené à manager 150 personnes». Donc je me suis dit: «Je suis quand même capable». Alors bien sûr, il y avait la peur de se rechallenger complètement, de faire un reset complet. Et là, je remercie, mon entourage, ma famille, parce qu'il a fallu aussi, c'est un vrai projet de vie, hein, de se relancer comme ça, de repartir à zéro parce que, bah, la bière, à part quelques belles aptitudes à la dégustation et là, bien sûr, en toute modération toujours, la fabriquer, je ne savais absolument pas les faire donc voilà. Alors on va continuer cette histoire dans quelques instants. Parlons un petit peu avec Timothée, sur, ton parcours. Professeur de physique-chimie en lycée, ça a toujours été une évidence? Professeur, ça a toujours été une évidence et physique-chimie, j'ai choisi en terminale. J'hésitais entre maths et physique. Ce qui est jeune déjà, hein, Ouais, ouais, ouais. non, Tu as eu de la chance de savoir jeune. dès l'école primaire, je savais que je voulais être, alors je disais maîtresse à l'époque parce que j'avais que des maîtresses. Mais ouais, j'ai toujours voulu faire ce métier, ouais. OK, et pourquoi? Qu'est-ce qui te séduisait déjà dès tout petit dans l'idée d'être professeur? Bah, les maîtresses que j'avais et les profs que j'ai eu après, en fait, ça a toujours été un peu mes modèles. Enfin, je me suis toujours senti très bien à l'école et Ce qui est une chance. ouais, ce qui est une On chance. reparlera d'orientation tout à l'heure et d'école aussi, mais c'est une Ouais, ouais. chance. Et je me suis toujours dit, «Je veux être comme eux». Voilà et à chaque fois que j'avais l'opportunité, d'aider un de mes amis à mieux comprendre quelque chose, ou à faire du soutien avec eux, je le faisais toujours. Je me suis toujours inscrit dans les groupes, d'aide, entre élèves, au collège, qu'il y avait et j'aimais trop ça. J'aimais vraiment partager ce que je savais. Donc ouais, c'était un peu une évidence et physique-chimie, j'ai toujours aimé les sciences et il y a l'expérience en plus qu'il y a pas dans les maths, donc physique-chimie. Et cette évidence, elle a toujours émaillé ton parcours, tout au long de, ton lycée, d'après des années, post-bac et des concours, parce qu'il faut un concours, il me semble, pour être, Ouais, ouais, prof de ouais. physique-chimie en lycée. Il y a ça a toujours été pareil, cette même évidence? Il y a pas eu de moment d'hésitation ou de: «Ouais, en fait, c'est peut-être pas vraiment ce que j'ai envie de faire dans la vie»? Bah, en fait, en terminale, je me suis dit: «Ça se trouve, dans 5 ans, je voudrais plus. Enfin, ça m'intéresserait plus». Donc j'ai pas fait un parcours d'études supérieures classique pour devenir prof tout de suite. J'ai dit: «Bon, je préfère avoir un bagage au cas où au bout de 2 ans». Donc je suis passé par un BUT et en fait, à la fin des 2 ans, j'avais toujours envie d'être prof, donc j'ai fait la licence et après j'ai passé le concours. Mais ouais, non, j'avais toujours, focus prof, ouais. Et alors depuis 2020, tu as décidé de te diversifier un petit peu et de ne pas être, juste prof, ce qui est déjà très Ouais, fort et ouais. très, très, compliqué et lourd, en termes de charge, mentale ou de travail. Tu as décidé de te lancer sur internet et de commencer à créer du contenu, du Ouais. coup. Heu, Ben, C'était quoi la volonté de départ, en fait? bah, il y avait pas vraiment de volonté de départ pour le coup. Non, en fait, pendant le confinement, bah, fallait s'occuper et j'étais déjà un petit peu sur Instagram et j'avais lancé un concours, pendant 2 semaines, sur Disney, parce que je suis fan de Disney et pour m'occuper, voilà, je On peut poste pas le rater, hein, si on va faire un tour sur Insta ou sur ouais, non, on TikTok, va on pas peut pas le regarder. rater, hein, que tu es fan de Disney. Donc en fait, je postais une photo, une vidéo par jour et en gros, l'idée, c'était de deviner le Disney et à la fin des 15 jours, ben, on est reconfinés à nouveau
Et là, je savais plus quoi faire. Et en fait, c'est mes petites sœurs qui m'ont dit: «Mais pourquoi tu fais pas des vidéos sur TikTok?» Donc je connaissais pas TikTok et je télécharge et C'est bon, un autre monde, hein. c'est un autre monde. Je regarde des vidéos et je tombais sur des personnes qui parlaient de leur métier, l'impact qu'avait eu le Covid sur leur métier et je voyais rien sur les profs. Donc je me suis dit: «Bah, pourquoi est-ce que je parlerais pas du métier de prof?» Et j'ai commencé à faire des vidéos comme ça et en fait, ça a plu très vite et je me suis jamais arrêté. C'était à quel moment que tu as eu l'idée, toi, Alexandre, de monter la brasserie? Tu disais à 43 ans, mais c'était il y a, du coup, combien de temps? Eh ben, je vais bientôt fêter mes 50 ans, donc c'était il y a 7 ans. Donc juste avant la période Covid? Voilà. Moi, j'ai bien démarré au bon moment, là. Ouais. Mais ça veut dire que tu as eu l'idée de vouloir tout plaquer et changer avant Avant le cette Covid, période où ouais, tout le monde a eu cette idée-là? Parce exactement. qu'on s'est tous, enfin, je dis on, je fais une grande généralité, ce qui est pas forcément le cas, mais la plupart des gens s'est quand même remis en cause en mode, bah, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et oui. Et est-ce que je changerais pas de vie pour le coup? Et oui, Donc toi, c'est d'avant. la crise sanitaire a effectivement amené beaucoup de professionnels à se poser des questions. On s'est retourné beaucoup sur, le bien-être justement et sur la personne que l'on est et pas uniquement le salarié ou le collaborateur ou le dirigeant qu'on est. Donc oui, c'était en amont. C'est marrant de se dire que cette période-là, à la base, on ne l'aurait pas définie comme une période de réajustement de l'orientation, hein. Et finalement, on s'est tous posé la question de savoir si on devait se réorienter ou refaire autre chose, Eh oui. faire des choses nouvelles, comme de la création de contenu. Parce qu'au début là-dessus, tu parles là-dessus, Timothée, mais tu te dis pas peut-être, au bout de 2 semaines: «Tiens, je vais en faire, du quotidien, quoi». Ah non, mais pas du tout, mais vraiment, j'avais jamais eu pour vocation, pour le coup, d'être sur les réseaux. C'est vraiment, j'ai fait ça pendant le confinement pour m'occuper et puis, pour faire rire, quoi, vraiment pour, on avait besoin à ce moment-là de penser à autre chose aussi. Et à quel moment tu comprends que c'est sérieux et que tu vas continuer? Et ben, quand un matin on se lève et qu'on passe de 3 000 à 30 000 abonnés en une soirée et qu'une vidéo a fait 3 millions de vues et que les médias t'appellent le lendemain, là on se dit: «Allez, là, il s'est passé quelque chose, là». Et c'est pas le ça arrive pas à tout le monde, hein. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus l'Eldorado, rêvé, Non, 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 ça c'est il y a en fait, du c'est potentiel, hein, les réseaux sociaux, mais c'est pas bien non plus, sûr, il y a du potentiel, mais c'est un vrai métier à part entière parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et c'est un métier, H24, quoi. Il faut poster tous les jours, il y a le montage, il faut trouver les idées, enfin voilà, c'est vraiment, on se rend compte en le faisant que c'est un vrai métier. Pour toi, aujourd'hui, c'est un métier? Ah oui, complètement. Tu en es rémunéré Oui, de la création de contenu? ouais, ouais. Aussi, donc oui, bah, bien sûr, tout temps passé, mérite salaire, hein, comme on dit. Alors, on va continuer un petit peu l'histoire de la brasserie 360 avant d'arriver vraiment à comment choisir son orientation professionnelle. C'est la question qui nous anime aujourd'hui. Tu démarres la brasserie, et tu disais que tu n'y connaissais rien, Alexandre, au début. Eh oui. Comment on met le pied à l'étrier? Comment on se lance dans un monde, dans un univers, dans un secteur professionnel qu'on ne connaît pas du tout? Ça démarre par quoi? Bah, ça démarre, par la recherche de formation en fait, hein, par l'acquisition de nouvelles compétences, pour 2 raisons. Donc faire le point déjà des compétences qu'on connaît, Oui, qu'on c'est maîtrise ça. et qu'on ne maîtrise pas. Voilà, savoir d'où l'on vient, où on veut aller et professionnaliser la démarche. Donc moi, j'avais aucune idée de la manière avec laquelle on fabriquait une bière. Donc je me suis renseigné sur différentes formations possibles pour accéder à ce métier-là, parce qu'on peut pas monter un restaurant si on sait pas faire une mayonnaise, quoi. Donc il fallait vraiment, apprendre avec beaucoup de modestie et se remettre, en question là-dessus. Voilà, donc une formation, on va dire, qualifiante mais non diplômante à Nancy, à l'Institut français de la bière et des malteries et ensuite un diplôme universitaire à La Rochelle, donc là une formation, diplômante. Tu as voyagé, hein, pour Il fallait un peu, ce voilà, boulot, hein. avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, plus, donc ça c'est, on va dire, l'apprentissage, théorique et puis j'avais besoin de crédibiliser aussi les banquiers, dans ma démarche parce que pour lever des fonds, il faut aussi, faire voir, à l'écosystème économique, bah, que, on est expert dans son domaine et qu'il fallait, aller chercher de la compétence et puis ensuite des visites, beaucoup de visites de brasseries. J'ai fait mon tour de France des brasseries pour aller piquer un peu des idées, regarder ce qui se passait à droite, à gauche. Ça, c'est le moment assez cool. Ça, c'était le moment découverte, génial, ça, c'était vraiment très, très sympa de prendre son sac à dos et d'aller rencontrer des brasseries. Et puis ensuite, il y a eu la période aussi également, tambouille, dans mon garage, en achetant, une pico-brasserie, voilà, italienne et en commençant à faire quelques litres de bière, à la grande inquiétude de mon entourage, de mes enfants qui me regardaient avec des yeux tout ronds en me disant: «Mais papa, tu crois qu'on va gagner de l'argent avec ça, hein?» Voilà, je faisais 60 litres de bière à la maison le soir, Et alors, tu répondais quoi à cette question? et bah, c'était une très grosse responsabilité et là vraiment,
c'était assez angoissant, assez flippant pour moi, parce que quand vous avez vos gamins qui viennent vous voir comme ça, on se dit: «Attends, tu es peut-être en train de gérer ton cas à toi, Alex, là, de mal-être professionnel, Mais une famille derrière. mais tu as la responsabilité de la famille derrière». Et alors justement, toi, tu te positionnais comment par rapport à cette question? Tu étais sûr et certain que, ce business allait marcher, que, tu allais gagner de l'argent avec ça? Moi, je crois qu'en fait, ça, c'est le propre de l'entrepreneur, du créateur d'entreprise, c'est qu'il faut pas trop se poser de questions. Alors autant on essaie d'être, hyper focus sur son projet, autant si on commence à réfléchir sur: «Est-ce que je vais pouvoir me payer? Est-ce que je vais pouvoir rembourser? Est-ce que je crois que, voilà, il vaut mieux pas trop y penser si on veut dormir encore un peu. Et c'est marrant parce que souvent en entrepreneuriat, on nous dit aussi qu'il faut anticiper les questions et ne pas hésiter à s'en poser, se remettre en cause pour, Bah, il avancer faut se aussi, quoi. poser les bonnes, quoi. Mais, notamment, vous voyez, on parlait tout à l'heure de la crise sanitaire, en école supérieure de commerce, jusqu'à ce qu'il y ait une pandémie mondiale et qu'on nous demande de rester confinés. Un budget prévisionnel, je pense qu'on n'avait pas intégré, la ligne pandémie, hein. Donc, le business plan, si vous voulez, voilà, tout est toujours relatif. Il faut rester, voilà, très sérieux dans ce qu'on fait, mais il faut aussi garder cette part de déconnexion qui nous permet d'être bien, quoi. Et donc après, le commerce, enfin en tout cas le business, l'entreprise se lance. Et oui, le grand Heu, bain. Comment se passent les premiers pas? On tâtonne, on cherche ou alors ça décolle directement, Une galère, énorme, des séances, voilà, on savait pas comment on a reçu les machines, enfin moi j'ai jamais eu une formation très technique, quoi, une embouteilleuse, une brasseuse, une étiqueteuse. Moi j'ai voilà, des séances d'embouteillage qui finissaient à 2 heures du matin, enfin voilà. Mais c'est aussi toute l'excitation du démarrage avec que des petites victoires, qui faisaient que voilà, on s'est jamais découragé et qu'on a appris ce métier, avec beaucoup d'humilité, quoi. tu dis «on» parce que tu parles de toi, mais tu parles aussi d'une équipe, hein, qui est derrière. Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de belles personnes et notamment aujourd'hui, ben, l'équipe, la team 360, c'est un peu comme ça que je l'appelle. C'était aussi la volonté de créer une TPE, une toute très petite entreprise. On y reviendra peut-être, c'est le partage des valeurs et le Ouais. lien qu'on a avec les collaborateurs qui sont très forts et aujourd'hui, voilà, ce management très partagé, une vision plus moderne et plus participative de l'entreprise. Tim, à côté du métier de professeur, donc il y a cette création de contenu qui se lance. À partir du moment où ça y est, tu commences à toucher tes premières billes, à toucher tes premiers billets, grâce à la création de contenu et tu commences à te rémunérer, est-ce que déjà tu prends conscience que là, ça y est, tu passes dans une autre sphère? Oui, 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 bien sûr. Alors après, bon, j'ai pas, c'était moins compliqué parce que j'ai pas Tu avais une assise derrière? ouais, ouais, j'ai enfin mon métier principal, c'est mon métier de prof, donc j'avais pas ce stress. Mais ça met toujours du beurre dans les épinards et oui, c'est vrai qu'on se dit: «Ah OK, bah, il y a quand même moyen de gagner de l'argent, voilà, si on respecte certains critères et tout, pourquoi pas continuer à faire ce qu'on aime, mais en étant rémunéré en même temps?» Voilà et en vrai, c'est très bien parce que ça permet vraiment enfin, moi, je sais qu'avec cet argent-là, je peux acheter plein de trucs pour faire court, en fait. Alors, c'est bizarre dit comme ça, mais j'aime trop faire des escape games, Ouais. voilà et j'aime vraiment faire le truc à fond en classe. Donc vraiment, j'achète plein de déco et tout et c'est trop bien parce que je peux dire, bah, je peux me permettre tout ça sans avoir finalement à mettre l'argent de ma poche vraiment. Donc en vrai, pour ça, c'est cool. Ouais, c'est plutôt confort, quoi. Ouais. C'est plutôt confort et du coup, quand tu gagnes ces premiers billets, cette première rémunération, tu commences à te dire qu'il va falloir aussi, entre guillemets, que tu te construises un modèle économique pour mieux gérer, ben, ce qui commence à devenir un second métier, une entreprise? Hem, j'ai jamais vraiment considéré comme ça parce qu'en fait, j'ai toujours considéré que c'était un bonus. OK, Voilà. Donc si demain, ça s'arrête? je venais à ne plus gagner d'argent sur les réseaux sociaux, bah, ça me changerait pas grand-chose. Je serais juste un peu déçu parce que je ferais peut-être un peu moins de shopping. Mais voilà, sinon sinon ça On parlait de la brasserie, tout à l'heure, Alexandre, une brasserie 360 et on a commencé à dire que c'était, peut-être aussi le mot pour qualifier, le principe de la brasserie, de toucher à plein de choses, d'être polyvalent parce qu'il y a la bière, mais il y a pas que la bière, il y a tout un tas d'activités à côté et plein de choses que vous organisez, d'événements. C'est primordial aujourd'hui quand on est entrepreneur et quand on crée un peu son emploi, son orientation, de réfléchir à une polyvalence, est-ce qu'il y a une nouvelle manière et ça c'est une question que je vais aussi poser à tous les 2, une nouvelle manière de concevoir, son avenir professionnel? Waouh, là, il y a de la question, hein. Ah bah, C'est, fallait pas donner ce nom-là à la brasserie, hein. ouais, je crois que c'est cette polyvalence, alors déjà elle est inhérente aux petites structures.
C'est ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt des petites entreprises artisanales, c'est qu'on fait 10 métiers dans la même journée. Donc on s'ennuie jamais et puis, et surtout quand on va s'entourer des collaborateurs, chacun va amener, sa compétence sur tel et tel domaine. Donc c'est vrai que ça je crois que c'est important d'avoir quelque chose de très collaboratif. Alors, c'est aussi, la réflexion 360, c'est aussi la réflexion par rapport à la circularité, par rapport à l'environnement, et l'écosystème dans lequel on évolue. Ça c'est très important. Mais c'est vrai que la polyvalence aujourd'hui, est fondamentale, quoi. Pour développer son business, mais peut-être aussi pour se sentir mieux. Tu parlais de la question du bien-être que tu avais pas, que tu avais plus en tout cas dans ton travail avant. Peut-être que c'est, en faisant jamais la même chose? Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est ne pas se sentir cloisonné dans un poste, dans une fonction, quelque chose de très transversal, quoi. Je pense que l'hyper, spécialisation, alors il faut des experts, chacun peut être expert dans sa domaine et dans son domaine, mais en tout cas, bon, personnellement, moi j'étais en recherche de plus de polyvalence, quoi. T'en penses quoi toi, Timothée, un peu de cette question? Déjà dans ton métier de professeur, est-ce qu'il y a moyen d'avoir, je sais pas, une plus grande, liberté, polyvalence, d'envisager le métier autrement? Oui, bah déjà, en vrai, quand on est prof, on fait plein de métiers en même temps, hein. Euh, Certes, on enseigne notre matière, mais on fait aussi beaucoup de social, de la psychologie, enfin voilà, ouais, Un peu de police? un peu de police. Non, c'est un métier qui est très riche et très enrichissant. Et d'ailleurs, s'il y a des profs qui regardent cette, cette interview, cette vidéo, euh, en fait, quand on est prof, on a plein de compétences. Et parfois, j'entends des profs dire franchement, j'aimerais bien changer, mais je sais pas quoi faire. J'ai l'impression que je pourrais rien faire d'autre à part être prof. Mais en fait, pas du tout. On a vraiment plein de compétences. Et moi, j'ai vraiment. Enfin, au début, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, en fait, je me suis rendu compte que j'étais plutôt à l'aise sur certaines choses. Et je suis sûr que c'est parce que j'avais réussi à développer ces compétences grâce à mon métier de S'il y a base. des profs qui nous suivent, hein, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, votre expérience. On se fera un plaisir de Ah vous ouais, lire non, c'est vraiment un métier qui est très très riche. et qui est pluriel, qui, Ouais. voilà, qui permet de Et développer plein de sur compétences. les réseaux, pareil, hein, moi, je sais que depuis que je fais des vidéos, il y a beaucoup de points que j'ai pu développer. Enfin, ma rigueur, ma créativité, tout ça, c'est vraiment des compétences que j'ai bien réussi à développer. La Et créativité, c'est celle que tu as le plus développée depuis que tu t'es mis sur les réseaux. ouais, vraiment, Ouais. ben, c'est vrai on pense tout le temps. Déjà, quand on est prof, on pense tout le temps. Et là, on pense tout le temps autrement. Et moi, j'ai toujours aimé ce côté un peu créatif. Et ça m'a même aidé dans mon métier de prof aussi. C'est-à-dire que je fais encore plus de choses parce que j'avais eu l'idée de faire ça sur les réseaux. Et du coup, je me dis, ah, ça peut être pas mal si je le fais en classe. Et en vrai, je trouve que ça se combine très bien. Et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Tiens, même question, Alexandre. Bah, je veux rebondir sur les propos de Timothée parce que la créativité, c'est vraiment quelque chose qui nous unit, qui unit nos propos parce que la créativité, c'est valable pour le dirigeant d'entreprise aussi, et pour le créateur. C'est ce qui va nous donner cette énergie, c'est ce qui va nous donner ces bonnes ondes. Et je crois que c'est ça, la créativité. Pourquoi tu as choisi, Timothée, de lancer ton activité pendant le confinement? C'est parce qu'on avait du temps. On a réfléchi et c'est là où on a été finalement créatif. Et sur les réseaux, on n'a jamais vu autant de vidéos alors, humoristiques Ouais. mais la créativité était là. C'était soit ça, soit faire du pain maison. Et C'était l'un ou l'autre, hein, vraiment. ou du bricolage avec des tutos, mais bon voilà, mais en tout cas, on a vu tellement de choses émerger, à ce moment-là et la créativité, c'est hyper important, de nos jours. Mais il faut du temps. Et il faut du temps. Il faut du temps, on en a de moins en moins, on le voit bien, hein, tous les journées de tout le monde sont bien pleines, mais il faut s'accorder ce temps-là, pour être créatif. Alexandre et Timothée, chaque année, on a plus de 2 millions de collégiens ou lycéens qui ont un choix à faire, qui ont un choix d'orientation à faire, soit pour arriver dans un nouveau lycée, soit pour arriver en post-bac et dans une nouvelle université, ou avoir directement un métier. Tim, tu étais suivi par énormément de jeunes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui pourraient hésiter entre plusieurs chemins à prendre, ceux qui ne savent pas trop quoi faire? Est-ce que tu aurais un premier conseil à leur donner? Bah, souvent, ce que je leur dis, c'est de relativiser. Ils vont pas faire le choix de leur vie. Alors, bien sûr que c'est important, mais ils vont choisir des études post-bac. Ils font une année, ils se rendent compte que c'est pas pour eux. Bah, c'est pas grave, ils changent. Voilà. Il y a rien qui est gravé dans le marbre. Je pense qu'on est des très bons exemples. Qu'en fait, on peut très bien faire des études et puis en fait faire un métier qui n'avait pas forcément à voir avec
nos études de base. Donc voilà, il faut vraiment relativiser, essayer de pas trop stresser parce que c'est malheureusement une période qui est assez stressante parce qu'on nous le vend comme ça aussi. En mode, sinon vous allez Voilà. tout rater, quoi. Vous allez rater votre vie si vous faites pas ça. Non, puis Parcoursup, on l'entend beaucoup, pas que en bien. Donc c'est vrai que même pour les parents, c'est une période qui est assez stressante. En fait, il faut vraiment relativiser et voilà, on fait des choix. Alors il y a des choix qui vont être plus sélectifs que d'autres, mais si on met au moins un choix non sélectif, on est sûr de ne pas se retrouver sans rien l'année d'après. Presque sûr. Ouais. Alexandre, quand tu étais plus jeune, on te vendait ça Ah bah oui, ça ça fait un petit commence, hein. moment, hein, Bah oui, oui, voilà. On te vendait le même discours en mode, si, tu rates ta vie si tu fais pas le bon choix? ouais, mais on nous mettait cette forme de pression un peu quand même, moi je trouve ouais, il fallait trouver la bonne case, quoi, et c'est vrai que c'est pas facile quand on a, 15, 16, 17 ans de savoir ce qu'on va faire demain. Moi, je crois qu'il faut déjà, vraiment dire aux jeunes de se détendre par rapport à ça et que, il y a pas vraiment de ligne directrice. Il faut qu'on sache vraiment ce qu'on aime faire. Est-ce que je veux travailler seul, en équipe, à l'intérieur, en extérieur? Poser déjà ces questions très basiques, dans un bureau ou sur le terrain. Me déplacer ou pas? Est-ce que j'aime parler aux gens ou pas? Enfin, poser ces questions élémentaires. Et posez-vous aussi la question: «Qu'est-ce que je sais faire?» On sait tous faire des C'est ça. choses et souvent on a des jeunes, et peut-être que Tim tu confirmeras, qui disent: «Moi je sais rien faire». Ah oui, oui. Non, mais il y a enfin, je trouve qu'on parlait de la pandémie, mais ça a aussi beaucoup joué sur la confiance qu'ont les élèves en eux et ça, c'est aussi un sacré travail à faire parce qu'il y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui n'ont pas assez confiance en eux et la moindre difficulté, va les faire redescendre. Et je t'ai coupé du coup, Alexandre, tu disais il y a ces questions alimentaires à se poser et en fait à partir de Oui, là, alors moi, pour parler de mon cas, très précis, moi au-delà de ma passion pour les gens et la gourmandise, on va dire, j'aime aussi beaucoup la nature, et je voulais travailler, voilà, je voulais faire les eaux et forêts, je voulais travailler au plus proche de la nature. Or, il fallait passer par des filières scientifiques et j'étais, vraiment nul en maths physique et donc j'ai pas pu faire mon métier passion à l'époque. Et je suis allé au CIO, au centre d'orientation à l'époque, en disant: «Voilà, je peux pas faire le métier passion, donc dites-moi maintenant, je veux un métier débouché. Demain, ça embauche dans quoi?» À l'époque, c'était la logistique. Il y a toujours un secteur comme ça qui est et j'ai fait un peu par défaut, un IUT en gestion logistique et transport. Il s'avère que ça m'a beaucoup plu, que c'était, vous voyez, comme quoi il y a pas de préconçu. Cette formation m'a vraiment plu, heu et et heu et finalement, voilà, je me suis retrouvé dans le secteur du transport routier alors que je voulais travailler au plus près de la nature, quoi. et du coup tu es revenu à la nature aujourd'hui? Et je suis revenu à la nature Parce qu'on et rappelle la après brasserie, est localisée à Saint-Martin-Valmeroux, voilà. qui est pas la plus grande ville de France. Ah non, non, on est en zone, hyper rurale. Moi d'ailleurs, je suis un ambassadeur de cette ruralité. Moi je pense que plus que jamais, la ruralité est tendance, notamment en termes de créativité, en termes d'emploi, enfin, mais, heu, mais jamais un seul instant j'aurais imaginé changer d'orientation professionnelle à 43 ans. J'avais une vision très japonaise de la carrière, moi voilà, j'étais fidèle, j'ai fait qu'une entreprise, auparavant. On reste dans la même entreprise toute C'est sa vie, ça, on quoi. fait sa carrière, on évolue, et cetera. Ça, je pense que ça change et ça fait du bien d'ailleurs de changer. Et alors toi, s'il y a bien un conseil que tu peux donner, c'est qu'on peut changer pour le coup à tout âge et quand on est jeune en plus, on n'a pas, entre guillemets «cette pression» de on doit nourrir sa famille. Oui, il y a ça, il y a le côté un peu moins alimentaire, alors après, il faut faire attention, il faut pas changer trop non plus, hein. Il faut pas papillonner en permanence, parce que là, ça passe, en tout cas, il faut se dire qu'on peut changer effectivement d'orientation, et je crois que c'est même bien, il y a des grandes entreprises comme Michelin qui, gèrent les carrières de leurs collaborateurs justement en leur faisant changer de poste, pour justement se chahuter un peu, se rechallenger et ça c'est plus épanouissant pour chacun et je pense que c'est plus productif pour l'entreprise. Timothée, est-ce que c'est grave de papillonner quand on a, 16, 17, 18 ans? Non, 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 au contraire, c'est là où on se pose toutes les questions, en vrai. Donc c'est important. Mais oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que, parfois, on peut avoir des difficultés dans certaines matières qui vont nous empêcher, par exemple, d'accéder à un parcours. Mais en fait, il y a plein de chemins différents pour accéder à un même métier. Ah, faut les connaître ces chemins. Il faut les connaître, donc On n'a pas tous les panneaux, quoi. on n'a pas tous les panneaux, mais c'est pour ça que c'est important de se renseigner, pour savoir comment faire. Parce que si je prends un exemple, je sais pas, si je prends, médecine, par exemple, voilà, on pense tout de suite à un parcours classique, fac de médecine. Mais en réalité, il y a pas que ça, il y a aussi, des passerelles qui existent pour intégrer, les études de médecine. Donc parfois, en fonction
des capacités qu'on peut avoir, des facilités dans certaines matières plutôt que d'autres, ben, mieux vaut passer par un chemin qu'un autre. Mais à la fin, on peut quand même arriver à un métier qui nous plaît. Et je pense que ça aussi, c'est important. Dans sa liste de ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire, il faut aussi mettre un côté qu'est-ce que j'aime faire. Voilà, c'est important aussi Qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Et voilà, je pense qu'il y a un côté passion, faut être épanoui au maximum et ne pas faire ce métier ou ne pas faire ces études parce qu'on m'a dit que. Est-ce qu'on s'écoute assez soi-même? Est-ce qu'on a cette petite voix intérieure qui nous dit ouais, tu devrais faire ça ou t'aimerais bien faire ça? Est-ce qu'on se l'écoute assez, cette petite voix intérieure? Moi, je pense pas. Je pense qu'on est. C'est pour ça que j'aime bien que Tim dise qu'il n'est pas influenceur. Faut pas trop se laisser influencer. Donc, en tout cas, on est dans je pense que ça change là maintenant, les codes changent, mais moi, en ce qui me concerne, on était un peu dans des systèmes, on écoutait ses parents ou, voilà, il faut faire ça parce que dans la famille, on fait ça et puis, c'est pas forcément voilà, je crois qu'il faut se considérer justement qui on est, hem et parce que dans une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, c'est la personne qu'on est avec les capacités qu'on va dégager qui font que, ben, on va s'épanouir, on va être heureux dans son job, mais on va être aussi très, très productif pour la boîte, quoi. Pour 91% des jeunes, l'orientation professionnelle est un sujet important. On se rend bien compte à quel point ça les impacte dans leur vie, c'est déterminant. Et il y a même 69% d'entre eux, ça suscite, chez eux, ça suscite du stress. Le mot est fort quand même. Ah Ça bah oui, suscite oui. du stress pour plus de quasiment 7 jeunes sur 10, quoi. Ouais, mais ça se ressent en classe, hein. Ah ouais, À partir de janvier, les visages changent. ouais, les visages changent. Non, non, on sent que ça leur met un coup de pression. Et puis en plus, en terminale, tout arrive pour eux. Enfin, il y a le bac qui s'approche. Enfin, non, mais c'est important parce que il y a aussi le climat de la société qui va avoir un impact aussi sur ce stress. Parce que, ben, en ce moment, quand on parle du monde professionnel, c'est pas forcément. Enfin voilà, je trouve qu'il n'y a rien qui rassure aussi. Et donc tout ça, ça les fait stresser. Les jeunes t'en parlent justement en classe Oui, de bon, je vois pas trop ce que je peux faire dans la vie parce que de toute façon, il y a, enfin, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets sur l'expression, mais tout est pourri, quoi. oui, oui, bah oui, ils en parlent. Et c'est ça qui les bloque aussi parce qu'ils vont avoir des idées. Voilà, en se disant: «Ah, j'aurais bien aimé faire ça, pourquoi pas? Ah ouais, mais non, parce qu'en fait, là, il y a ça en bouge plus», donc oui, bien sûr, ils en parlent beaucoup entre eux et il y a des réflexions qui sortent comme ça des fois en classe, donc ça permet d'en discuter aussi. J'ai l'impression que tous ces sujets, ça en soulève un autre, c'est la notion d'échec. Qu'en gros, on n'a pas le droit d'échouer, et que, si on rate son bac, ou si on se trompe dans notre avenir professionnel, ou si on fait couler une entreprise, entre guillemets, on n'est que dans l'échec et qu'on ne considère pas l'échec comme une expérience, mais comme, quelque chose d'absolument négatif. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur, cette notion, d'échec et comment aujourd'hui on en parle ou on la traite, Alexandre? Parce que quand on est entrepreneur, la notion d'échec, on l'envisage, hein. Alors oui, mais on échoue par rapport à quoi? Donc c'est C'est ça. toujours par rapport à ça, c'est toujours par rapport à des objectifs, par rapport on est, moi là, je veux mettre tout le monde à l'aise. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas fait des grandes études. Je suis souvent entouré, dans le milieu professionnel de dirigeants de sociétés, artisans ou même des patrons de très belles PME qui ont pas des niveaux scolaires de fou. Ce sont des autodidactes, des gens pragmatiques, enfin, on peut, moi, j'ai 2 enfants, j'ai mon fils aîné, longtemps à l'école quand, dans le cursus primaire, voilà, Louis, ça va être compliqué pour Louis, quoi, voilà et puis, ben, Louis, aujourd'hui, il a un master 1, il a suivi une carrière, enfin un cursus scolaire par le biais de l'alternance et ça, on y reviendra peut-être, mais je suis vraiment, j'accorde beaucoup d'importance à la filière professionnelle et notamment à l'alternance. Entre guillemets, un gamin qui était plutôt avoué à demain ne pas faire de grandes études, ben, parce qu'il a trouvé sa voie et parce qu'il a compris quelles étaient ses capacités, ben, aujourd'hui a suivi, voilà. Donc faut pas trop se mettre le stress. C'est vrai qu'on est déjà, tout ça est assez anxiogène pour les jeunes et Parcoursup, c'est pas non plus le site le plus, intuitif, le plus, le plus ergonomique qu'on ait en plus pour assurer les jeunes, quoi. Alors moi, j'ai raté Parcoursup, je suis trop vieux pour ça déjà, mais de ce que j'en entends, c'est compliqué, quoi. Ah C'est oui, je pense que pire, c'est le site des impôts après, hein, donc on ne doit pas Non, bah, après en vrai, c'est difficile parce qu'il y a quand même, bah, il y a de plus en plus d'étudiants, hein. Voilà, il y a pas forcément, l'offre qui répond à la demande.
Donc, c'est ce que j'essaye de dire aux élèves le plus tôt possible, c'est que quand ils arrivent Parcoursup, ils sont en concurrence avec les élèves de la France entière. Donc, il faut vraiment qu'ils mettent toutes les chances de leur côté pour réussir au mieux d'avoir un de leurs vœux une fois que c'est fait. Mais ils sont en concurrence. Ce mot-là, Ben, il est terrible. ouais, C'est une compétition géante, il quoi. est terrible, Oui, mais oui, c'est ils la sont classés, vérité. C'est la liste vérité. d'attente. C'est vrai que c'est assez C'est comme terrible. ça. Après, est-ce qu'il y a une meilleure méthode? J'en sais rien. Je suis pas dans l'éducation nationale, je Mais suis pas c'est dans là, ouais. dans C'est le là que c'est gouvernement. Je pense compliqué. que c'est compliqué et ils C'est essaient de ça. faire au mieux. Mais c'est une compétition géante. Le stress, Mais bien sûr. Alors la après, terreur. c'est ce que je leur dis, il y a pas de stress à avoir si ils ont des super bulletins. Oui, et les bulletins, c'est pas que les Voilà. notes. Et les bulletins, c'est pas que les notes. Donc en vrai, il y a des filières qui sont non sélectives, hein, encore ça existe. J'espère qu'on l'aura le plus longtemps possible. Donc voilà, pas de stress, mais pour les filières sélectives, c'est plus compliqué. Mais voilà, il y a plusieurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs chemins possibles. Et même s'ils n'arrivent pas à avoir l'école qu'ils voulaient absolument, ben, ils pourront toujours soit y retourner d'une autre façon ou faire le métier en question. Dans ta classe, les jeunes, ils ont le droit d'échouer. Bien sûr. J'espère même qu'ils vont échouer. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, hein, le mieux. Quand un élève fait une erreur, bah, je sais qu'il la refera plus. C'est quoi, à chacun, votre plus gros échec, en tout cas, qui vous a servi pour la suite? Où vous vous êtes appuyé sur cet échec pour peut-être construire votre expérience, votre vécu, votre carrière? Alexandre, est-ce que tu as une idée d'échec qui vient en tête? Ah, là, je vous ai mis en situation ouais, là, inconfortable. Hein. c'est pas facile. Est-ce que tu as vécu ton précédent emploi et la fin qui était sans épanouissement, avec difficulté, comme un échec? Oui, en fait, c'est ça, parce que quand on se pose des questions et qu'on veut quitter son boulot, on se dit c'est 50-50, quoi. C'est un peu comme dans un divorce, il y a toujours, c'est jamais totalement la faute de l'autre, hein, il y a toujours sa part de responsabilité. Donc on se dit, bah, tiens, oui, j'ai échoué sûrement sur tel ou tel point. Ce qui amène la remise en question, comme le disait Timothée, le fait de tomber, ça permet de se relever. Et voilà, c'est important de se nourrir de ces échecs-là. Et il ne faut pas se décourager, quoi. Ça, c'est important aussi, de se dire que rien n'est facile aujourd'hui. On ne part pas non plus tous avec les mêmes clés au départ, hein. Donc ça, il faut vraiment avoir un discours très positif. Et moi, aujourd'hui, je pense que c'est pas facile d'être jeune aujourd'hui et faut s'accrocher, quoi. On peut gagner des clés au fur et à mesure. On n'a jamais eu autant les boîtes à outils sont partout. La Il y a- vie, il y c'est a- Fort Boyard, en fait. Hein. mais, À chaque épreuve, vous gagnez mais une c'est clé. ça. Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est la capacité à communiquer. Il faut communiquer parce que quand on communique, on peut aller chercher l'info. Et quand on va aller chercher l'info, on va se sortir de l'ornière. T'as déjà vécu un échec ou pas? Qui t'a aidé, peut-être, pour la Oui. suite? Bah, mon ex. Donc, Moi, j'allais dire aussi, si on avait parlé des râteaux, là, j'avais de bonnes panoplies. Ouais, il y a beaucoup d'échecs. non, grande liste. des échecs. Bah oui, alors, tu parlais du concours pour devenir prof. Moi, j'ai réussi à l'avoir du premier coup. Mais par contre, on avait fait un concours blanc que j'avais complètement raté. Et alors là, c'était compliqué parce que c'était vraiment 3 mois avant le vrai. C'est la dernière Et ligne quand j'ai droite. raté, vraiment, on a passé 2 écrits et j'ai eu un 4 sur 20, un de tes écrits. Je me suis dit, à 3 mois du concours. Mais l'angoisse. Et t'as l'impression de faire sa dernière ligne droite sur une seule jambe, quoi. Ah ouais, c'était vraiment, Ouais. non mais ça va être impossible. Et en fait, on était une super promo. Donc on s'est vraiment tous encouragés. Et voilà, je me suis pas laissé abattre et bah, j'ai bien fait. Tu parlais de communication il y a quelques instants, Alexandre. J'adore ce mot. Le mot de la communication. À quel point ça t'a aidé dans ton parcours de communiquer, d'échanger, et notamment pour monter cette nouvelle activité? Alors, je pense déjà c'est génétique. Enfin, la communication, c'est tellement large. Je pense qu'on n'a jamais eu autant d'outils pour communiquer et pourtant, on n'a jamais aussi peu communiqué entre nous. Ou aussi mal Ou aussi communiquer. mal, Ça dépend. voilà. Donc, je crois qu'il faut déjà avoir ce rapport aux autres, c'est l'empathie, c'est cette envie de discuter avec les gens qui est importante. On l'a ou on l'a pas, ça. Voilà, c'est génétique. Mais la communication, aujourd'hui, c'est important déjà pour le business parce que on le voit bien, si on est autour de cette table aujourd'hui, tout le monde, voilà, on a besoin de communiquer, mais on a surtout besoin d'échanger. La communication, c'est important, mais on ne fait pas tout passer par la com. C'est l'échange, c'est la rencontre, c'est le partage.
Voilà, et surtout le partage des valeurs. C'est les valeurs qui comptent aujourd'hui. Est-ce que dans ton cas, ça a pu prédéterminer ton changement de carrière? De communiquer, d'échanger? Ah oui, oui, moi, c'était évident. Il fallait que je fasse un métier autour de... Voilà, la production de bière, c'est un métier qui est tellement convivial. Enfin, je veux dire, c'est facile. C'est plus facile qu'un métier technique. Donc, moi, je suis artisan brasseur, je suis fournisseur de bonne humeur, donc je dois aussi, C'est pas mal comme voilà, métier, ça. avoir Fournisseur de bonne humeur. ce côté très, très rapport aux autres. Voilà. Fournisseur de bonne humeur, on pourrait qualifier un peu ce que tu fais sur les réseaux un peu de la même manière, Tim. Oui, et puis même en tant que prof, enfin, je pense que quand on veut devenir prof, il faut aussi avoir ce côté très social. On aime être avec les autres, on aime partager avec les autres. Ça, c'est aussi important. Et moi, jamais j'aurais pu travailler dans un bureau pendant 35 heures, par exemple. Ouais. J'ai besoin aussi du contact Puis la avec les passion, autres. La c'est la passion, bien sûr. passion. J'ai un ami, son fils, alors je vais expliquer, il est nul à l'école. Voilà, j'ai une expression triviale, mais il est a des passionné de il a des pêche. difficultés. Voilà, il y a des difficultés. Là, c'est le prof qui reprend. Hein. Il adore la pêche à la ligne, la pêche au carnassier. Mais il est en train, parce qu'il est passionné, eh ben, il a été repéré justement des influenceurs, pardon pour utiliser ce nom-là. Il progresse, il est connu dans son secteur, et je suis persuadé que demain, il va faire de cette passion un vrai métier. Il commence déjà à gagner de l'argent avec cette passion. C'est la passion qui doit animer, et quand on est passionné, généralement, on devient expert dans son domaine. Ouais. Est-ce que le fait de faire de la création de contenu sur le web, ça a influencé ton métier de prof? En gros, est-ce que diversifier les activités, ça apporte un atout, un avantage indéniable dans la manière de concevoir sa carrière professionnelle? Ah bah, c'est sûr. Et puis en plus, c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux en général, je le faisais, enfin, quand je parle de mes cours, je le faisais déjà en cours avant, et bon, je trouve ça génial de le partager. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ça m'a poussé encore plus loin dans ma créativité. Et puis, faut pas se mentir, les réseaux sociaux, je sais très bien que c'est surtout les ados qui vont être dessus. Donc, ça me permet, moi aussi, de toujours rester dans le coup. Voilà. Non, mais de savoir ce qu'ils regardent, savoir quelles sont les tendances. Parce que mine de rien, on prend de l'âge. Mais oui, Donc, vraiment. Ouais, je confirme. Ouais. Non, mais ça mais fait. quand on est au contact d'un public, il faut avoir cette notion-là aussi, de se dire, oui. il faut rester avec les tendances, le coup, ou en tout cas Ça comprendre à ça qui fait on parle. que ça va bientôt faire 10 ans que j'enseigne. Mais juste des fois, d'une année sur l'autre, on a l'impression on se rend compte qu'on a vieilli, quoi. Donc les réseaux sociaux, c'est vrai que ça permet vraiment de rester tendance et de savoir ce que vont regarder les élèves, ce qui va les intéresser. Et ça, quand on choisit un contexte dans un TP ou quoi, c'est super pratique. Et en plus, ça permet de donner des contextes qui vont plaire aux élèves. Ça vous sert les réseaux sociaux à la brasserie aujourd'hui? Oui, énormément. On ne peut pas passer outre, parce que la production de bière et de soft, c'est une fabrication populaire, générale, grand public. Donc il nous faut des réseaux sociaux, purement, on va dire, pour le marketing, mais pas que. C'est aussi, une fois de plus, pour le partage des valeurs, c'est de faire passer des messages, savoir qui on est, quelles sont voilà, les valeurs fortes de l'entreprise. C'est important. Ça va être quoi, par exemple, tu parles beaucoup de valeurs depuis tout à l'heure, les 3 valeurs de ton entreprise? Alors, moi, elles sont indissociables. C'est l'homme, le terroir et le produit. Voilà. Et les mettre tous ensemble Et voilà, dans et un les même mettre lieu. tous ensemble. Donc ça, c'est pour résumer à trois valeurs. Mais ce qui est important, c'est l'approche très environnementale de notre démarche. C'est surtout, voilà, le donner du sens. Le faire avec les acteurs locaux, le circuit court. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Et Et le prof en partage de 3 valeurs, valeurs? c'est important. Pardon. Pardon. Donc le partage des valeurs, important. Et prof en 3 valeurs? Prof en 3 valeurs, le partage, la passion et l'envie de rendre le monde meilleur, je pense aussi. Parce qu'en vrai, on a une vraie responsabilité dans le monde de demain. Et voilà, pouvoir apporter sa petite touche personnelle, c'est bien aussi. On se sent utile. Tous les matins, en se levant, on se sent utile. Alexandre a pu dire les mêmes, hein, j'ai l'impression, hein, à quelque chose près. Hein. C'est vrai, avec une responsabilité, ça me permet de rendre hommage aux enseignants, parce que ils ont leur matière première, c'est l'humain.
et c'est des jeunes humains. Donc ça, c'est une sacrée responsabilité parce que voilà, on n'a pas des bouteilles en verre en face de soi ou en production. Leur objectif, c'est de sortir le meilleur des jeunes et ça, c'est pas facile parce que là, on est sur un métier qui est compliqué, quoi. Je vous ai posé cette question sur les valeurs parce que je me demandais si finalement, pour choisir son choix de carrière, son orientation professionnelle, on pouvait s'appuyer avant tout sur les valeurs, bien avant les compétences, bien avant le savoir-faire. Est-ce que les valeurs, finalement, c'est pas la première porte d'entrée? Alexandre, tu as l'air Ah d'accord. oui, moi, alors là, tout de suite, pour moi, c'est une évidence. C'est les valeurs qui doivent être recherchées. euh, et pourquoi j'ai décidé de recréer une petite structure artisanale, c'est pour ça. C'est parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de partager les valeurs dans une petite structure. Il y a moins d'inertie, on est en famille. Enfin, je veux dire, moi, je mange tous les midis avec mes collaborateurs, etc. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le monde du bisounours, c'est que... Mais je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise doit se réinventer, qu'il y a beaucoup de dirigeants aussi qui ont besoin de se réinventer sur leur manière de gérer leur boîte. Alors, on se cache sous des acronymes, le RSE, la marque entreprise, qu'est-ce que c'est que voilà. Mais je crois que c'est surtout le partage des valeurs, de se donner une ligne directrice, de faire valider ces valeurs-là par l'ensemble. Hein, ça s'appelle la raison d'être dans les entreprises. Quelle est la raison d'être de la boîte? Et ça permet d'avoir, de gommer comme ça plein de choses. Et c'est vraiment ça qui doit guider, je pense, le choix de son boulot, voilà, des jeunes pour demain. De boulot ou de vocation? Ou de vocation, carrément. Quand c'est fort, c'est la vocation. Et ça, c'est un conseil que j'aurais bien aimé Recevoir? recevoir plus jeune. Voilà, parce que certains de mes profs ont tout fait pour que je ne devienne pas prof. Voilà. Et je trouve ça dommage. Et non, j'aurais bien aimé avoir ce conseil de prioriser les valeurs avant tout. Mais ils te disaient quoi, ces profs? Ah non, mais c'est pas un métier d'avenir. Ah, les profs eux-mêmes disaient que c'était pas métier d'avenir. Non, c'est un métier qui se dégrade, voilà. Et pendant une réunion parents-prof, moi, je me souviens, mon prof de maths à l'époque avait dit à mes parents, il avait attendu la réunion parents-prof pour dire à mes parents, bon, j'espère que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'ils ne deviennent pas profs. Le jour-là, alors que j'avais 17 de moyenne, hein, enfin, je veux dire, je m'attendais pas à ça, quoi. Et bon, j'ai eu la chance que mes parents m'ont toujours laissé. Mais c'est vrai que c'est dur de vouloir faire un métier et qu'on te dise à côté, par des gens qui le font déjà, Ouais. c'est pas un métier d'avenir, tu peux mieux faire. Enfin, ouais, je trouve que c'est dur à entendre. J'ai eu la même expérience plus jeune quand j'étais au lycée. J'ai rencontré un journaliste télé qui m'avait dit, qui avait dit à plusieurs jeunes, surtout, ce métier-là, ne pensez pas que c'est un métier d'avenir, c'est un métier qui va être compliqué et c'est un métier qui est super difficile et moi, je vous le conseille pas. Il dénigrait presque son métier. Ouais, Et ben moi, ça m'a donné le sentiment inverse et ça m'a dit, ok, en fait, mec, je vais prendre ta place et je vais montrer que le métier, c'est aussi autre chose. Et ça, c'était ma pensée au lycée. Et finalement, j'ai suivi des études de journaliste et je suis devenu journaliste par la suite. Ouais. Et moi, ça m'a donné un sentiment de renfort, un sentiment de motivation presque surmultiplié, quoi. ah oui, pareil, au Donc, contraire. des fois, les ça m'a pas empêché conseils de devenir qu'on vous prof. donne pour vous limiter, ça peut faire l'effet inverse. Ah oui, ça peut être... Mais c'est important, pour revenir à ce qu'on disait, de dire aussi aux élèves que les valeurs, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, si on demande à un élève comment il choisit son métier, 80%, c'est le salaire. Ouais. Même si c'est pas quelque chose qui les intéresse vraiment, ouais, mais ça gagne bien. Voilà. Et en fait, Ça suffit pas. Je suis pas si sûr, moi. parce que, Est-ce que ça, alors là, je rejoins un peu Alexandre sur cette question. Est-ce que ça change pas un tout petit peu en ce moment où on met plus Ouais. l'accent sur le bien-être, sur l'environnement? alors, c'est très récent. C'est très récent. Mais la première question que posent les élèves, c'est ça gagne combien? Ah, mais en même temps, Alors, je pense que c'est vrai, Timothée, pour les jeunes qui n'ont pas encore eu d'expérience professionnelle. Ah, mais non, je C'est parle, ça, je hein, parle pour les jeunes qui n'ont pas Alors, d'expérience professionnelle. Je pense qu'effectivement, c'est est-ce que ça gagne bien ou pas? J'ai été dans ce cas-là, hein, on regardait. Bah, hein. bien sûr. Et on Bien sûr. voilà, on sortait avec un bac+2, un bac+3, ça va être quoi le salaire demain? Mais après, je pense que quand ils ont intégré le milieu professionnel, justement, Là, ça change. ça devient plus la priorité. Tout Et à fait, justement, les gens... Déjà, je pense que si tout le monde regardait d'abord le salaire, tout le monde bosserait aujourd'hui. C'est pas le cas. Je crois que les gens, ils veulent aussi chercher de la reconnaissance, ils veulent chercher un épanouissement personnel, un mix aussi vie privée, loisirs et boulot. Moi,
moi, je pense que je suis pas un dinosaure, mais à 50 ans, je suis un peu la dernière génération de professionnels. On a d'abord géré notre carrière pro et on a organisé notre vie privée autour. La nouvelle génération, elle veut pas ça. Et je pense qu'elle a en partie raison. Euh, on doit exister avant tout en tant qu'être humain et, Pas juste euh, comme salarié, hein. ouais, et pas Ouais. que salarié. C'est un statut qui est important parce qu'il faut gagner sa croûte, mais voilà, c'est pas que ça. Ouais. Mais le Et- salaire, oui, bien sûr, rentre en compte, hein. Bien sûr, ben Moi, je oui, vous conseille oui. de faire des jobs saisonniers si Parce vous qu'il faut avez payer 16 les ans. gens. Ah, mais c'est très 16 ou bien. 17 ans, je vous conseille d'être animateur BAFA ou de faire les maïs ou les betteraves. Voilà, les Et maïs, c'est là, je bien. pense que la notion de salaire et de ce qu'on veut dans son boulot aussi, il y a beaucoup de questions qui rentrent en compte. Mais c'est pour ça c'est important dès le plus jeune âge, dès le collège, vraiment, dès le lycée, de dire justement aux élèves que le salaire, c'est pas le plus important, mais c'est vraiment d'avoir ce bien-être, de faire quelque chose qui leur, où ils seront épanouis. Et ça, c'est important. Et ils en ont pas forcément conscience au départ, hein, c'est vrai. Et on peut très bien gagner sa vie avec des métiers aussi, de l'artisanat, des métiers techniques, des métiers Manuel. manuels. Bien sûr. Un boucher, ça gagne très très bien sa vie, hein. Aujourd'hui, que ce soit en grande distribution ou, voilà, on peut, un plombier qui a son compte, il gagne très très bien sa vie. Donc, il faut vraiment valoriser ça aussi. Et on a l'intelligence artificielle qui arrive, qui va faire aussi que bah, peut-être que les métiers les plus intellectuels et qui étaient les plus rémunérés le seront peut-être de moins et que ce savoir-faire manuel, technique, va être valorisé demain. Oui, l'intelligence artificielle va pas tout de suite remplacer les électriciens Et non. ou les carreleurs. Et découpera pas la côte de bœuf. Non, non, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, faut aussi préciser que le salaire n'est pas toujours lié qu'au niveau d'études, Bien que le sûr. bien-être au travail n'est pas toujours lié qu'à nos victoires scolaires. Enfin, voilà, il y a des choses à dissocier aussi. Et puis surtout, il faut se dissocier aussi des attentes de l'entourage. Tout à l'heure, tu parlais d'influence, Alexandre. Est-ce qu'on peut vraiment se détacher à 100% de l'influence de notre entourage et de ce qu'on attend un petit peu, de ce que voudraient les parents, de ce que nous disent les profs, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut se détacher vraiment de cette question-là et être notre libre arbitre à 100%? Quand on est ado, c'est compliqué de se détacher à 100%. Après, il y en a, ils ont un projet vraiment très très défini déjà, donc c'est très bien. Mais on est souvent influencé, soit par son entourage familial, ça peut être par les amis, ça peut être par des étudiants qui ont donné leur avis sur la formation, voilà, par la société elle-même aussi. Euh, donc c'est difficile. Mais après, je pense que toute influence n'est pas mauvaise. Voilà. Je pense que c'est aussi difficile d'avoir parfois un raisonnement bien construit quand on est encore ado. Donc c'est bien de se laisser guider en partie et ensuite revenir si nécessaire. Mais je pense que oui, une influence peut aussi être positive. Il y a 43 ans, on se détache de l'influence ou pas? Non, jamais. On a tous nos modèles. C'est aussi pour ça que c'est important quand on est prof ou quand on est dirigeant de société, d'avoir cette notion un peu d'exemplarité. Enfin, moi, à chaque fois j'étais bon dans une matière, c'est parce que j'adorais le prof et que j'avais envie aussi de faire plaisir. Je crois que l'un fait l'autre. Quand De on rendre a, fier et d'être ben fier. oui, c'est ça. Et puis quelqu'un qui amène. Donc, on est tous sous influence de quelqu'un, que ce soit familial, que ce soit dans le cadre de nos passions, un sportif, une star. Enfin voilà, tout est fait justement. Le système fait qu'on essaye de. Voilà. Mais il faut pas oublier qui on est et ce qu'on aime vraiment, quoi. En parlant d'influence, Alexandre, on évoquait ton équipe tout à l'heure. On a un peu touché du doigt ce sujet parce que la brasserie 360, une brasserie cantalienne à Saint-Martin-Valmeroux, on le rappelle, c'est plusieurs personnes qui gravitent autour. C'est une belle petite équipe. À quel point l'enjeu de communauté a été déterminant, important pour que la brasserie vive et que cette entreprise fonctionne? Ben, en fait, moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été amené à manager 150 personnes et je crois que ça avait atteint un peu mes limites. Voilà, je me reconnaissais plus dans cette manière de gérer dans un système, etc. Et je voulais revenir sur une structure beaucoup plus petite. Travailler, ça peut paraître galvaudé comme ça, mais travailler un peu en famille. Euh, Parce que c'est plus rassurant pour tout le monde. Et parce que moi, en fait, quand j'ai décidé de produire de la bière, c'est une sacrée responsabilité. C'est que c'est un produit qu'on va ingérer. Enfin, je veux dire, les gens vont boire cette boisson-là. Il faut que ça soit bon, mais il faut que ça soit sain aussi. Et d'un seul coup, c'était une prise de conscience. Et ça, je voulais pas le supporter tout seul. Je voulais plus ça, je voulais partager ça. Et
partager les valeurs avec des collaborateurs, comme ça, c'est aussi de se dire, aujourd'hui, on est 7 équivalents temps plein, on reste une petite structure, mais 7 cerveaux qui fonctionnent, c'est toujours mieux qu'un. Alors, il faut toujours un chef, hein, ça c'est important. Il y en a, il faut trancher. Mais par contre, on a des bonnes idées tout le temps de partout. Et par exemple, sur les sujets écologiques, les collaborateurs qui sont tous plus jeunes que moi m'ont énormément formé. Enfin, moi, j'ai pas été sensibilisé à ça. C'est générationnel, je pense, mais voilà, on a beaucoup avancé sur ces sujets de l'environnement parce qu'on a travaillé ensemble, quoi. Je reprends ta phrase, il faut toujours un chef. Oui. Mais toi, tu es quel type de chef? Comment on peut Alors, être vous un chef savez, un peu différent pour avoir échangé justement avec les collaborateurs sur les modèles, les différents modèles politiques, sociaux, etc., on se dit, mais finalement, c'est quoi le meilleur modèle? Et il y a un Romain, notre druide en chef, qui a dit, mais pour moi, le meilleur système, c'est un bon roi. En fait, je crois que c'est ça, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui doit être juste. Alors, par contre, il faut être exemplaire aussi, mais il faut être aussi exigeant, parce que l'exigence, ça mène à la qualité. Et puis reconnaissance. Et voilà, il n'y a pas de petit chef, en tout cas. Le petit chef, c'est pas bien, ça. Donc à la brasserie 360, on est dans une jolie monarchie. Ouais, c'est ça. Voilà, on est dans un équilibre bien juste. Est-ce que au lycée, en tout cas là où t'enseignes Timothée, on favorise vraiment le travail et en tout cas le savoir-vivre en équipe? Est-ce que la notion d'équipe, de communauté, c'est quelque chose qui rentre en compte et qui peut être déterminant du coup pour ces choix de carrière qu'on évoque depuis tout à l'heure? Oh bah, c'est super important. Aussi bien pour les profs que les élèves, hein. Quand on est dans une équipe pédagogique où tout marche bien, tout le monde s'entraide, ça change tout. Surtout quand on démarre. Ma première année, donc je l'ai fait dans le 93 en région parisienne. Donc c'est une zone qui est assez difficile. Et quand on démarre, on a plus d'expérience. Donc si on arrive et que c'est compliqué avec les élèves et qu'en plus on a une équipe pédagogique qui ne nous soutient pas, c'est là que beaucoup démissionnent en fait. Parce que la première année, il y a beaucoup de démissions chez les profs, hein, parce qu'on se rend vraiment compte de ce que c'est d'enseigner. Parce que souvent, on rappelle, en première année, vous n'avez pas trop le choix de où vous allez Ouais, ça marche atterrir. par mutation et comme Marche on par n'a pas de choix mutation, au ouais. départ, on va là où il y a beaucoup de postes de libres. Et le 93 en fait partie. Donc voilà, donc moi j'avais eu la chance d'avoir une super équipe et dès que j'avais le moindre problème, le cours d'avant, le collègue était déjà au courant et du coup, voilà, ils étaient encore repris les élèves, donc la fois d'après ça se passait bien et c'était très formateur. Donc non, l'équipe, l'entraide entre les collègues, très important. Comment on favorise ça au sein d'un établissement, mais même au sein d'une salle de classe? C'est quoi les Ben, petits tips, les petits trucs à mettre en place? déjà la chose la plus importante, c'est que déjà l'établissement roule bien. Voilà, qu'il y ait une hiérarchie qui soit présente et qui soit à l'écoute. Et ensuite, ça peut être la mise en place de projets entre les différentes matières. Ça va créer une cohésion. Et puis après, il y a l'amicale dans les établissements scolaires pour faire des petits trucs un peu plus sympas, des sorties. Donc voilà, c'est cool aussi, ça crée une cohésion et je pense que c'est important. Et avec les élèves, c'est pareil. Avec les élèves, moi je considère que c'est donnant-donnant. Je suis pas leur chef. Ouais. Voilà. T'apprends d'eux aussi, hein. J'apprends d'eux aussi. C'est Et pas qu'un ça sens. marche vraiment dans les deux sens. Et je pense que quand il y a une relation de confiance qui est mise en place, en vrai, ça roule. Alors moi, je voudrais revenir sur un sujet qu'on a juste évoqué tout à l'heure, et c'est Alexandre qui en parlait, j'ai l'impression que ça tenait à cœur, c'est celui de l'alternance. Parce qu'on se dit comment on peut trouver son choix de carrière, comment on peut trouver le métier idéal, comment on peut avoir la bonne orientation. Est-ce que l'alternance, c'est pas un peu le bon compromis pour se dire on reste dans les études, on tente des choses, on peut revenir en arrière, et ça nous permet de savoir un petit peu plus en détail ce qu'on veut? Moi, je crois beaucoup à l'alternance parce que c'est un système qui va permettre justement déjà de mettre un pied en entreprise, donc de découvrir déjà le monde vers lequel on s'oriente, on se dirige. Donc ça permet effectivement de se rassurer, est-ce que c'est bien ce milieu-là dans lequel je vais évoluer demain ou pas? C'est, ça enlève cette pression de réussite, c'est-à-dire que c'est progressif l'alternance. Allez, on est 50% de son temps pour les études, 50% en situation réelle. En entreprise, c'est rassurant. Ça permet déjà d'enlever cette angoisse de l'arrivée sur le marché du travail. Ensuite, l'alternance, c'est rémunérateur. Alors ça peut paraître
bête de dire ça, mais on est quand même aussi encore là en période un peu de crise. Ça permet aussi d'enlever une pression financière sur l'étudiant, parce qu'il va quand même avoir un peu un revenu ou sur la famille, et en quelque part, ça va alléger la charge de l'étude supérieure, pour les parents, quoi. Et de pas forcément avoir besoin de prendre un job alimentaire à côté des Exactement, et études, ça peut faire des déculpabiliser horaires, le jeune aussi de se dire: «Bah, démentiels. je fais payer à mes parents mes études ou je suis obligé d'aller bosser», voilà. Une solution gagnant-gagnant. Il faut aussi que l'employeur joue le jeu, bien intégrer le poste de l'alternant dans l'entreprise. C'est intéressant pour les employeurs aussi, financièrement avec les accompagnements et cetera. Tu en prends des alternants toi ou quand à la Oui, oui, brasserie? j'en prends, alors pas beaucoup parce qu'on est, Petite équipe. une petite structure, mais mes 2 enfants sont alternants et les 2 avec, beaucoup de plaisir, voilà, sans les avoir, poussés vers cette voie-là, mais en tout cas, ils se sont révélés, grâce à l'alternance. Et est-ce que tu prends des stagiaires en seconde? Oui. Parce que j'ai quelques élèves encore qui n'ont pas de stage. Oui, on prend, et ça fait partie aussi de l'accueil du stagiaire, elle est importante aussi d'ouvrir. On doit, désacraliser, ouvrir le monde de l'entreprise pour faciliter le recrutement aussi, quoi. Il y a des stages en seconde? Oui, depuis, C'est l'année dernière. Ouais, c'est récent, c'est ce que j'allais dire. Ouais, les 2 dernières semaines de juin. Donc, tous les élèves de seconde doivent faire un stage dans l'entreprise ou ça peut être, dans le monde associatif ou, un séjour linguistique ou à l'étranger. L'idée c'était parce qu'à partir du 10 juin en général, il y a plus cours au lycée parce que c'est les Ouais. épreuves du baccalauréat. Donc c'était pour éviter que les élèves de seconde aient, quasiment 3 mois de vacances. Ah, je me rappelle, c'était bien quand même. Ouais, c'était bien. Moi, j'aimais bien ces 3 Franchement, mois de ouais. vacances. Mais en vrai, c'est une bonne idée, je trouve, d'avoir mis en place ce Bien sûr. stage parce qu'ils sont quand même plus en cours. Mais en même temps, ils font quelque chose qui, voilà, quoi qu'il arrive, même si c'est pas un stage dans ce qu'ils aimeraient faire plus tard, ça leur fait découvrir le monde de l'entreprise. Et ça, c'est bien. Ça peut que leur donner des clés pour la suite. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ça parce que j'expliquais tout ça aux élèves parce que je suis prof principal d'une classe de seconde. Et donc voilà, je faisais mon topo sur l'orientation, sur les métiers, le monde professionnel et tout. Et à la fin, il y en a un qui me dit: «Mais monsieur, vous nous racontez tout ça, mais vous avez aucune crédibilité». Je fais: «Pourquoi?» «Bah, vous avez jamais quitté l'école, vous». Alors c'est pas totalement faux, parce qu'en vrai, c'est vrai que j'ai jamais quitté l'école. Donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, parfois, qu'il y ait des intervenants Ouais. du monde professionnel qui viennent dans les salles de classe pour justement expliquer leur métier, expliquer leurs ressentis, ou même des étudiants qui viennent expliquer ça. C'est très important parce que aux yeux des élèves, ça a plus d'impact que quand c'est le prof qui le dit. Et tu as répondu quoi, du coup, à cet élève? J'ai longtemps réfléchi. Le bug. Le bug, c'est pas faux en vrai, hein. Non, non, mais après, je lui ai dit: «Alors c'est pas faux ce que tu dis, mais j'avais quand même, travaillé pendant mes études, donc voilà». Et puis en vrai, heu, aux yeux des élèves, l'école et le monde professionnel, c'est différent. Alors c'est vrai, hein, c'est différent, mais en vrai, on a besoin, l'un a besoin de l'autre. Voilà. Le monde professionnel a Il besoin y de a des l'école connecteurs communs, et c'est sûr. inversement. Donc je pense que c'est vraiment un travail, qui doit se faire à 2 dans les 2 sens, quoi, le monde de l'entreprise et l'école. Tu parlais d'anecdotes, de souvenirs. Est-ce que toi, tu as en tête, le parcours d'un élève un peu paumé, et qui a réussi, par X ou Y raison, à se révéler, à trouver sa voie? Tu vois, qui aurait, grâce à une expérience, pu, se découvrir? Alors, c'est pas tout à fait dans ce sens, mais je garde un très bon souvenir, d'un élève, qui était brillant, vraiment, qui avait des très, très bonnes notes. Il a eu son bac avec mention très bien et il voulait devenir boulanger. Voilà, donc en fait, ça l'intéressait pas du tout les études supérieures et il voulait même pas passer le bac. Ah ouais, Il voulait partir tout de suite, en apprentissage, pour c'est un devenir CAP boulanger. CAP, ouais, pour faire boulangère? et ses parents n'ont jamais voulu et du coup, il a fait son bac et à la fin de son bac, durant toute l'année, on avait dû travailler, travailler, travailler pour que les parents changent d'avis, quoi. Enfin, je comprenais pas pourquoi ses parents voulaient pas le laisser, faire son CAP, quoi, et il a réussi à faire son CAP et je l'ai revu c'était en septembre, là, en début d'année,
Et il était aux anges, il était devenu donc boulanger-pâtissier. Là, il allait faire une spécialisation dans le chocolat. Enfin, il était vraiment, vraiment aux anges. Et ça fait plaisir de voir que parfois on, on se donne à fond pour l'orientation d'un élève, pour prendre en compte ce que lui intéresse, pour parfois, comme on parlait d'influence tout à l'heure, faire en sorte que les parents n'aient pas trop d'influence négative, parce qu'en vrai, il aurait loupé une super vocation. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu de crainte aussi de la part des parents et toujours avec ce discours de se dire bah, passe ton bac ou fais des études, un bac +2, +3, ça sécurise. Mais bien sûr que si, mais les choses changent aujourd'hui, hein, quand même, hein. Mais il y a toujours des parents qui hiérarchisent les choses. Voilà, en gros, tu veux réussir dans la vie, tu fais un bac général. Et Si tu as un peu chirurgien, moins le c'est mieux que niveau, boulanger. voilà. Alors qu'en vrai, les choses changent, mais il y a encore du travail à faire là-dessus. Il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas que leur enfant fasse un bac professionnel parce que pour eux, le bac professionnel, bah, c'est quand on n'est pas, voilà, on est un peu nul. Voilà. Alors que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout le cas. Moi, ce que j'explique aux élèves, c'est qu'on propose 3 types de bacs différents parce qu'il y a plein de façons d'apprendre différentes. Trouvez la vôtre. Trouvez la vôtre et vous réussirez. Alexandre, en tant que père de famille, comment tu t'es placé toi vis-à-vis de cette question-là sur l'éducation de tes enfants, sur leur choix Alors, professionnel? moi, j'ai jamais été très assidu dans les études, donc je me suis, j'ai dit: «Je vais faire en sorte que de pas demander à mes enfants ce que tu n'as pas fait toi-même», quoi. Moi, j'ai surtout, veillé, à ce qu'ils soient bien dans leur peau et à ce qu'ils soient équilibrés et ouverts aux autres. Pour moi, j'accorde de l'importance à la communication, c'est important. Qu'elle soit écrite, orale ou mais Ça dépasse la carrière professionnelle, là. ouais, c'est ça, c'est plus de travailler sur voilà, et assez rapidement, j'ai pas été trop inquiet, quoi. Puis j'ai pas été trop ambitieux pour eux, quoi. Voilà, et heureusement quand même qu'à la télévision notamment, vous voyez bien, Top Chef, le meilleur boulanger, la meilleure pâtisserie, enfin on a quand même, des métiers, d'artisans qui sont valorisés. Il y a pas encore le meilleur brasseur, Il y mais a pas encore le meilleur brasseur, ça arrivera peut-être. hein, mais voilà, donc tout c'est pas que The Voice, quoi. Donc on peut aussi faire rêver les gens avec des métiers, plus pragmatiques. Mais toujours avec cette notion de meilleur. Bon, après, c'est des émissions de télé, Alors, donc oui, ça, de toute façon, il y a l'aspect compétition et c'est ça qui fait vendre aussi. Mais il y a cet aspect de meilleur. Et même si on n'est pas le meilleur, c'est pas grave non plus. c'est ça, on n'est pas le meilleur, mais on peut le devenir et c'est C'est chaque comme j l'échec, le meilleur vis-à-vis de qui? et c'est ça et il y a il faut croire en soi aussi. Alors ça peut paraître très généraliste comme propos, mais Heu, faut désacraliser un petit peu tout ça et travailler. Je crois on n'accompagne pas assez nos jeunes sur eux, en fait, quoi. Il y a un gros travail sur ce qui se pense, et les jeunes vivent une période qui n'est pas facile, post-Covid, très traumatisante. La jeunesse aujourd'hui, c'est pas facile. Donc voilà, il faut se réinventer tout ça. Il y a aussi beaucoup d'espoir, beaucoup de moi, je crois beaucoup, aux petites structures artisanales pour accueillir nos jeunes demain. Tu avais l'air d'accord, Ouais, je suis Tim. d'accord. Et puis, sur l'idée du meilleur, en vrai, je trouve que c'est bien aussi de se challenger et de toujours viser plus haut. Moi, c'est ce que je leur dis. Visez le plus haut possible et comme ça, vous arriverez à atteindre le meilleur de vous-même. Donc, même s'il peut y avoir un peu une idée de compétition, je trouve que c'est aussi C'est Mais bien. mais regardez, tout avant, il fallait aller vite. C'est plus la 4G, c'est la 5G, c'est du haut débit, c'est la vitesse, c'est la aujourd'hui, le rêve, le luxe, c'est d'aller doucement. Est-ce que demain, pour nos jeunes, se réapproprier, revivre autrement, c'est pas l'avenir? Voilà, aujourd'hui, le vrai luxe, c'est de prendre son temps. Bah, pourquoi demain les jeunes, le vrai luxe, c'est pas déjà de savoir qui on est, comment s'accepter et de faire vraiment ce qu'on a envie de faire sans avoir des objectifs de dingue? Visez la lune, au pire, vous finirez la tête dans les étoiles. C'est ça. Voilà. Je crois que c'était Oscar Wilde qui disait ça. Ouais, très Mettez en bien. commentaire qui c'est, je sais plus de tête. Mais oui, il faut essayer de viser, en tout cas, ce qu'on veut. Ah Pas oui, le mieux pour les autres, mais ce exactement. qu'on veut. Tout à l'heure, je vous ai posé la question des échecs personnels. Du coup, je vais quand même vous faire le pendant inverse. Quelle est, chacun, votre plus belle victoire professionnelle? En tout cas, vous, votre... Ah bah, moi, il y a pas de doute, hein. Ça, Ah c'est bah, le même truc, du coup, c'est le concours, hein. ouais. Quand, vraiment, parce qu'on passe le concours après les 5 ans d'études. Donc ça aussi, c'est assez terrible, je trouve. Parce que souvent, enfin, on fait C'est le le dernier coup concours et près, on quoi. rentre dans l'école. Là, on fait 5 ans d'études sans être sûr, en fait, qu'on y arrivera. Et, et ouais, je me souviendrai toujours, je travaillais, le jour des résultats, je travaillais. Et c'est une amie qui m'envoie un message, félicitations.
Donc là, je regarde et je vois que j'ai le concours. Donc vraiment, je me mets à pleurer. Enfin, j'étais trop content. J'appelle mes parents qui m'avaient soutenu financièrement aussi pendant 5 ans. Et j'ai vraiment... Enfin voilà, je me suis dit, ça y est, on y est, quoi. C'était vraiment un très, très beau souvenir. Alexandre, ta plus belle victoire? La plus belle, je sais pas, mais enfin une victoire qui a compté pour moi, c'est professionnellement bien sûr, parce que c'est voilà, j'ai participé à la demande de la CCI du Cantal à un trophée mettant en avant les entrepreneurs locaux. Je suis pas trop fan de ces trophées-là, mais on m'a dit allez, tu fais quand même partie de l'écosystème économique, donc ça serait bien que tu participes. J'ai candidaté dans une catégorie, je savais très bien, pour différentes raisons, que j'aurais pas le prix. Voilà, parce que je remplis pas toutes les cases. Et que vous savez, dans la vie, maintenant, il faut toujours remplir toutes les cases pour être élu. Et par contre, il y avait le trophée du public. Voilà. Et c'est celui que j'aurais voulu avoir et je l'ai eu. Et ça m'a fait plaisir. Voilà, parce que la reconnaissance, c'est quand même du travail. C'est quand même quand c'est pas les institutions qui vous mettent en avant, mais c'est le consommateur, le client ou le public, quoi. Donc t'aimais pas ce genre de concours, mais finalement... Ah, ça m'a bien plu quand même. Tu prends une petite médaille au passage, c'est jamais désagréable, hein. Mais voilà, les petites victoires, il faut aussi les célébrer. C'est Ah oui, important c'est quand on vrai, est c'est vrai. entrepreneur, quand on est jeune et qu'on va choisir son orientation. On a tendance à faire des fixettes sur les échecs, mais les victoires, il faut les célébrer. C'est Bien vrai. sûr. Et on oublie. On oublie tout ça. C'est comme les to-do list. Oui, c'est-à-dire se faire un peu la bucket list de tiens, il faut que je fasse ça, 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 ça dans ma vie. Et, Je pense qu'il faut arrêter de faire des to-do list et plutôt à la fin de la journée dire ce qu'on a fait. Comme ça met en valeur ce qu'on a fait plutôt que ce qu'on n'a pas fait. Mais c'est pareil pour les victoires. et ben voilà, ça peut être l'un des premiers conseils qu'on va pouvoir vous donner. Alexandre, la brasserie 360 et du coup ton métier, tu le vois où dans une dizaine d'années? Est-ce que tu penses que les choses vont encore, ton orientation professionnelle va encore évoluer? Mon orientation professionnelle, je pense pas. Mon métier va évoluer, mon secteur d'activité va évoluer aussi. Hem, Moi, je me vois toujours petit, en fait. C'est-à-dire que la taille de l'entreprise va toujours compter. C'est quand on sera, voilà, quand on aura atteint un certain effectif que je vais me poser des questions. Mais c'est, moi, j'ai pas envie de grossir, vous voyez, de devenir, voilà, toujours plus gros. Souvent aussi, ça c'est pareil dans la vie professionnelle, on veut toujours avoir alors on peut se fixer des objectifs, mais qui sont pas forcément des objectifs de taille. Ça peut être des objectifs de durabilité, de qualité. L'ambition, c'est pas forcément que de grandir. Et non, c'est ça, c'est de faire la qualité. Moi, je crois beaucoup à ça, à la qualité. Moi, j'ai la chance, c'est que j'ai jamais eu une réflexion autour de l'argent. Je suis pas motivé par l'argent. Gagner beaucoup, ça compte pas pour moi. Par contre, je suis assez sensible à la qualité. Or, la qualité mène au profit. Si on travaille bien, on gagne sa croûte. Donc, c'est ça qu'il faut travailler d'abord, c'est cette notion de qualité, quoi. Heu et puis, ben, on sait que notre métier va évoluer. On parlait de l'IA tout à l'heure, c'est voilà, une nouvelle technologie qui arrive, auquel il va falloir s'adapter. Donc, on va forcément travailler différemment demain. Et toi, Tim, tu te posais la question de savoir un petit peu où t'en seras dans 10 ans, comment ton métier, ta carrière va évoluer, parce que tu es sur 2 tableaux, on le rappelle, professeur de physique-chimie en lycée, mais à côté aussi créateur de contenu, et ça marche bien, 1,7 million sur TikTok de tête. Donc voilà, il y a aussi un certain poids de notoriété qui rentre en jeu. Est-ce que tu as la sensation voilà, que ton métier et toi, professionnellement, tu vas évoluer et peut-être dans 10 ans changer du tout au tout? Évoluer, c'est sûr, hein. Après, où j'en serai dans 10 ans, en vrai, je me dis, si aujourd'hui on me demandait de choisir entre les deux, j'arrêterais les réseaux, je pense. Parce que j'aime vraiment trop enseigner. Et les réseaux, je suis encore plus heureux parce que je parle de mon métier. Voilà. Et donc, le partager mon métier, c'est encore mieux. Mais voilà, je suis pas fermé à l'idée de faire autre chose. Et une chose est sûre, et ça, mes amis me l'ont promis. Je leur ai dit, si un jour je deviens le prof aigri, vous, Arrête. vous me le dites, et là j'arrêterai. Parce que voilà, je veux rester passionné. Et si un jour je sens que c'est plus fait pour moi, ou que pareil, le matin je me lève et j'ai plus envie d'y aller, là je ferai autre chose. Mais encore une fois, j'aurais réussi à acquérir plein de compétences, donc on verra ce qui s'offre à moi. Pareil, on peut pas être brasseur et aigri. Ah non, ça Sinon, c'est la bière, elle a un mauvais incompatible. goût. Là, si c'est ça, faut tout arrêter. Non, non, c'est tellement,
un métier passion, passion pour le produit, passion, voilà, pour les agriculteurs, toutes les matières premières qui sont utilisées. C'est très vertueux lorsqu'on veut vraiment faire une bière de qualité avec des matières premières de qualité. Heu, En parlant des agriculteurs, ça me donne l'occasion aussi de vous parler de la ruralité. Moi, j'ai fait le choix de créer mon entreprise dans une zone hyper rurale. Moi, je crois que c'est pareil, la ruralité est tendance. Faut dire à nos jeunes de regarder aussi, bien sûr, on a toujours tendance quand on est jeune de se rapprocher de la ville pour des raisons de loisirs, d'accessibilité au sport, à la culture. Mais la campagne offre beaucoup de possibilités. Ben, voilà, on est fibré, on n'est pas, on peut avoir une activité professionnelle à la campagne et pas avoir des sabots de bois, quoi. Et puis surtout, il y a énormément de choses à créer, Oui, oui, beh, c'est ça de et choses à puis inventer. surtout, la campagne, la ruralité est un terrain d'accueil, pour les jeunes parce que souvent les employeurs sont plus en demande, la possibilité de se loger à moindre coût est là et on cherche des compétences aussi, en zone rurale. On l'a vu d'ailleurs pendant la période covid, bah, les gens se sont réfugiés à la campagne. Mais il y a beaucoup, moi je pense qu'il y a beaucoup de plus en plus de jeunes qui sont convaincus de ça, quoi, de ce retour à la nature. On va passer un peu à la conclusion de tout ce qu'on vient de se dire, messieurs, avec nos 3 conseils. À chaque fois, on demande aux invités de donner 3 conseils. Moi, je vais vous demander de donner là, aux caméras et au micro, 3 conseils pour que les jeunes, en tout cas ceux qui hésitent à se lancer dans une voie professionnelle, peuvent entendre, peuvent recevoir. Moi, demain, là, je suis un jeune et je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie, ou alors j'ai des idées, mais je sais pas trop comment m'y prendre et tout. Quels conseils on pourrait lui donner à ce jeune? 3 conseils chacun. Alexandre, on va commencer. C'est dur, moi je crois que, il faut, croire en soi. Ça, c'est hyper important, croire en soi, être convaincu qu'on peut apporter, aux autres, à la boîte et surtout ne pas, il est toujours possible de changer. Il y a rien de vous voyez, moi, à 43 ans, j'ai passé du goudron au blond, d'une société de transport routier à une entreprise artisanale, c'est un grand écart, c'est possible et je suis pas un génie intellectuel, voilà, c'est possible à quelqu'un de très pragmatique, donc il faut être à l'aise avec ça et se dire que tout peut changer et on doit pas être cloisonné. Tim, 3 conseils? Je vais donner des conseils un peu plus scolaires, Mais il en faut aussi, mais c'est parce que là, important. la plupart des gens qui nous suivent aussi sont des jeunes qui sont en situation encore scolaire ou en tout cas universitaire peut-être aussi. Oui. Donc ces conseils sont à Euh, prendre. oui, non, la première chose, c'est de bien se renseigner. Voilà. Faire des salons, faire des portes ouvertes, ne pas hésiter à demander des gens qui ont déjà l'expérience. Voilà, ça c'est hyper important. Des étudiants, que ce soit des, des salariés déjà, voilà, pour avoir leur ressenti aussi, parce que lire une fiche technique et demander à un salarié, voilà, c'est vraiment deux choses totalement différentes. On va jouer un peu les darons, mais vous ne savez pas tout. Et nous non plus, on Exact. ne sait pas tout d'ailleurs, hein, tous à notre niveau, tous Bah, en bien fonction du sûr, métier. bien On ne sûr. sait pas tout et donc prendre des autres, c'est super Ça, c'est important. super important. Croire en soi, hein, je te reçois, et essayer de se connaître un maximum, de savoir ce qu'on est capable de faire, et voilà, de relativiser. C'est important de ne pas se mettre trop la pression. Et si on a vraiment un objectif qu'on va atteindre, quoi qu'il arrive, on l'atteindra. N'hésitez pas à parler autour de vous et faire, même sans le coucher forcément sur feuille de manière très professionnelle, mais un petit bilan de compétences. Je sais faire quoi de ma Oui, vie, j'aime faire quoi, enfin toutes les questions qu'on s'est déjà posées en fait, hein. Je sais pas d'ailleurs si tu as fait un bilan de compétences à 43 ans, mais Ah non, 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 du tout, Dieu sait si, la crise de la quarantaine, j'ai bien fait, donc j'ai dû poser pas mal de questions et être bien pénible pour pas mal de gens dans mon entourage, mais non, 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 il faut se poser ces bonnes questions. Puis ce qu'il faut dire aussi quand même à nos jeunes, c'est que il faut travailler. Alors ça, c'est le côté daron bien chiant, mais heu, on passe toujours par le travail, alors que ce soit le travail scolaire ou le travail professionnel, mais quand on aime ce qu'on fait, on travaille jamais vraiment, quoi. c'est Voilà, ça. c'est ça. Quand on a une matière qui nous plaît à l'école, on bosse bien et puis, c'est pas donc c'est bien d'identifier tout ça pour demain que la charge de travail soit plus qu'un plaisir, quoi. Et quand on est épanoui dans un métier, en tout cas moi c'est ma sensation, par exemple je parle à mon nom, mais j'ai pas le sentiment de travailler. Oui, alors même si C'est ça. dans chaque boulot, il y a toujours une partie de notre tâche qui est plus difficile, mais voilà, c'est ça. En gros, c'est que moi, j'ai toujours un plaisir, d'aller au boulot le matin et je sais que mes collaborateurs aussi et on a le plaisir de se retrouver. Donc ça, c'est bien. Garder du plaisir, ça c'est le plus important. Merci à vous pour vos témoignages, votre expérience aussi. Merci J'imagine qu'il y a beaucoup. énormément de jeunes qui sont
peut-être pas encore se reconnaître, mais en tout cas qui vont prendre des conseils avisés pour leur avenir professionnel. N'oubliez pas, hein, explorer vos options, parler de votre avenir professionnel, échanger sur ces questions, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'on a fait sur cette vidéo aujourd'hui avec Ma Banque Sans Filtre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine. I like it like tick